On se souvient bien de ces inondations qui ont causé plusieurs dégâts matériels et qui d'ailleurs a fait des sans-abri. Nous sommes là en décembre 2023. Aucun résultat. Ces familles sont restées abandonnées à leur propre sort. Nous, sinistrés du 1er décembre 2023, rassemblés au sein du collectif des sinistrés oubliés de Tchibanga, province de la Nyanga, avons l'honneur de venir très respectueusement faire attendre à votre Excellence notre cri de détresse suite aux inondations de la date suscitée que nous avons baptisée le déluge du 1er décembre 2023 qui a emporté sur son passage nos biens immobiliers, mobilier, électroménager, ustensiles de cuisine, outils informatiques, appareils de communication, matériel, fournitures et manuels scolaires de nos enfants. Les dossiers déposés à la direction du service social de la localité, aussitôt après le naufrage, sont restés sans suite. À nouveau, à vous, Monsieur le Président, avec la ferme conviction que notre cri va être entendu cette fois et trouvera écho favorable. C'est enfin notre sort vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Vivement que ces cris d'alarme soient entendus afin que ces pères et mères de famille retrouvent le sourire. Quels sont donc les mécanismes pouvant mettre fin définitivement aux inondations qui détruisent plusieurs habitations, laissant leurs propriétaires à la belle étoile? D'aucuns pensent que les bassins versants ne respirent plus et surtout n'arrivent plus à libérer une partie d'eau, du fait que plusieurs canalisations sont quasiment bouchées. Et ces phénomènes du bassin versant de Tchibanga ne datent pas d'aujourd'hui. Ça nous fait plusieurs années qu'on est confronté à cette situation-là. On ne refuse pas, mais lorsqu'on fait des réalisations comme ça, on prévoit déjà des zones d'évacuation des eaux. Puisqu'on est dans un bassin versant, c'est le dimensionnement normalement. Donc les ouvrages hydrauliques qu'on a mis en place ne correspondent pas. Et le directeur provincial de l'hygiène et assainissement est du même avis. Pour lui, il va falloir construire une grande canalisation qui permettra d'évacuer toutes ces eaux, mais aussi détruire les habitations construites sur le passage du Nil. Il y a deux grands bassins versants qui se déversent, l'un au niveau du grand étang de Ibanga là, et où on a fermé tout le lit qui drainait les eaux vers Bibora, et les eaux se jetaient vers Mobuti pour prendre la Nyanga. Et la solution c'est quoi? C'est d'enlever tous ceux qui sont sur le lit de la rivière et créer une grande canalisation qui va partir jusqu'à la mosquée et reconstruire même le dallo de la mosquée pour que Bibora soit déblayé et donne ces eaux-là à Mobuti la Nyanga. Voilà qui est clair, il ne reste qu'aux autorités compétentes de réfléchir sur la question afin que des grands travaux soient effectués pour éviter que de nombreuses familles se retrouvent à la belle étoile. Bien qu'il y ait l'accompagnement de l'État pour les sinistrés, mais cela ne suffira pas. Kinga Boulingi, c'est lui. Dame Pluie a décidé de lui lancer un sort. Un arbre qui, par la force du vent, a fini son atterrissage sur sa maison. De retour à la maison, je trouve que vraiment l'arbre était tombé sur le toit de la maison. Quand on plante les arbres, je trouve vraiment, à la maison, il y a toujours les dangers. Ce sont des risques. Ça là, c'est pas bon. De planter vraiment les arbres autour de la maison, ou les limites. Surtout, les gens font toujours les limites en plantant les arbres fruitiers. Donc c'est très risquant. Ça peine de planter les arbres fruitiers comme limite. Voici un cas qui devrait attirer l'attention de nombreux compatriotes qui, pour certains, laisseraient des arbres grandir à côté de leurs habitations sans mesurer les conséquences. Kinga Boulingi a compris la leçon. Ce sont là les enseignants de 4e et 5e année invités à l'école du savoir, cette fois en matière sportive. Le but ici est de former les hommes et femmes de l'éducation nationale à s'armer des techniques pouvant leur permettre d'évaluer les candidats lors du certificat d'études primaires. Ce matin, nous avons convoqué tous les enseignants de 4e et 5e année et le directeur d'école. C'est pour rimer aux exigences de l'évaluation du candidat au certificat d'études primaires en matière d'EPS. Donc, il faut que l'enseignant soit apte à évaluer le futur candidat pour qu'au jour J, qu'il soit également
qu'il peut répondre aux dispositions d'évaluation. Donc nous sommes là pour donner des rudiments, pour rappeler aux enseignants ce qu'ils doivent faire pendant le long de l'année pour former l'élève, le candidat sinon. Du lancer de poids en passant par le saut en longueur et la course de vitesse, cet atelier de formation permettra à la circonscription scolaire Nyanga Nord d'être outillé en enseignant d'éducation physique et sportive. Ça consiste à entraîner les collègues du premier degré dans les activités sportives telles que le lancer du poids et la course de vitesse, sans oublier le saut en longueur. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc on essaie de mettre en place quelques exercices qui leur permettra de sauter le plus loin possible. Là, nous sommes sur un atelier de course de vitesse. On est en train de mimer pour voir des performances que chacun des concurrents. Aujourd'hui, il n'est plus question que les enseignants du second degré évaluent les élèves du primaire lors du certificat d'études primaires. Désormais, les enseignants de 4e et 5e année seront outillés pour le même exercice. Judith a fui Uvira, au sud Kivu, il y a quelques semaines après que certains de ses voisins ont été tués par des tirs. La trentenaire a pris ses enfants sous le bras, sans son mari. Elle survit depuis dans ce camp de Mousséni, au Burundi, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière congolaise. Notre vie n'est faite que de problèmes. Ce n'est pas une vie épanouissante. Je suis mère de 8 enfants et on dort tous ici. Notre vie ici n'est pas bonne, vraiment elle n'est pas bonne. Ce camp a été construit l'année dernière pour l'accueil de 10 000 réfugiés. Ils sont le double aujourd'hui. Plusieurs agences onusiennes opèrent ici, mais peinent à couvrir les besoins en termes d'assainissement, de santé, d'éducation. La gestion des sites devient de plus en plus difficile. Par exemple, vous voyez, à côté de vous, il y a des maisons construites en dur. Mais là-bas, vous voyez que ce sont des maisons en hangar. Il y a des personnes qui sont venues avec des problèmes. Il y a ceux qui vivent avec les maladies. Donc vivre dans les hangars communautaires, ça devient difficile. Ça devient un problème majeur. Et puis, il y a la faim qui saisit de plus en plus les estomacs de ces milliers de réfugiés. Les distributions alimentaires se font plus rares et les rations ont été réduites depuis le mois de mars. Le programme alimentaire mondial, qui en a la charge, indique qu'elles ne correspondent désormais qu'à la moitié du minimum calorique vital. Et que son assistance s'arrêtera totalement en novembre, faute de financement suffisant. Le résultat concret de la suspension de l'aide humanitaire américaine, décidée par l'administration Trump en janvier. Sans financement ni aide supplémentaire, il y a un risque de voir davantage de mécanismes d'adaptation secondaires ou négatifs au sein de ces populations. On constate l'augmentation du nombre de filles qui abandonnent l'école, qui tombent enceintes et qui se marient très jeunes pour survivre. On pourrait même avoir des décès dus à la faim et au manque de nourriture, voire au manque de médicaments et d'équipements ou d'installations sanitaires dans les hôpitaux et les établissements de santé. Pour l'instant, aucun autre pays n'a repris le flambeau des États-Unis qui finançaient à eux seuls plus de 40% de l'aide mondiale. La charge est énorme pour le petit Burundi, l'un des États les plus pauvres au monde, qui a vu arriver sur son sol plus de 70 000 Congolais depuis janvier et l'offensive de l'AFC M23 dans l'est de la RDC.